Salut les investisseurs, c'est Stéphane. 100 000 $, c'est un palier vraiment important qui te donne beaucoup plus de pouvoir en investissement. Mais comme disait l'oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et oui, maintenant que tu en es arrivé là, les erreurs peuvent être beaucoup plus graves. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir comment faire fructifier ton capital tout en gérant les risques. Alors, sers-toi un bon café et c'est parti! En 2016, je commençais à mieux gagner ma vie après mes études en 3D et j'avais accumulé mes premiers 10 000 $. Et là, boum, ma grand-mère se décide à préparer sa succession et me fait un super beau cadeau avec un don de 40 000 $. À l'époque, ça représentait quasiment mon salaire annuel, cette somme-là, et j'étais pas du tout préparé pour l'investir. Je me suis donc dit, le plus sûr, c'est de laisser ça sur un compte à la banque. Et ça, c'est la pire erreur que j'ai jamais faite. Pourquoi ? Parce que tout simplement à la banque, tu as la garantie de perdre petit à petit ton argent à cause de l'inflation. En fait, si tu avais 100 000 $ dans ton compte en 2005 et que tu n'y as pas touché, bah oui, tu as toujours 100 000 $ dans ton compte. Sauf que d'après les données de la Banque centrale du Canada, il te faut maintenant 153 000 $ pour te payer les mêmes choses aujourd'hui qu'avec tes 100 000 $ à l'époque. Ça, c'est 53% d'inflation sur 20 ans. Donc finalement, le plus gros risque que tu peux prendre avec ton patrimoine, c'est de le laisser dormir sans l'investir. Ouais, ok Steph, mais quand on investit, si on prend des mauvais investissements ou que le marché crache, on risque de tout perdre aussi. Oui, tu as totalement raison. Quand tu investis, tu dois prendre un risque. Et en gros, tu as le choix entre la certitude de perdre de l'argent petit à petit ou la possibilité de gagner de l'argent avec de très fortes probabilités de ton côté. En gros, ce qu'il faut bien comprendre à ce stade, c'est que tous les investissements ne présentent pas les mêmes risques. En finance, on parle justement toujours du couple risque-rendement. En général, plus un investissement propose de gros rendements et plus le risque associé est élevé. C'est un peu comme quand la banque fait un prêt hypothécaire. Entre le couple de 40 ans avec des revenus de 200 000 $ par an, employé depuis 10 ans dans la même entreprise et pas de dette, et le jeune professionnel célibataire qui fait 50 000 $ par an avec 30 000 $ de dette étudiante, qui va avoir droit au meilleur taux sur son prêt, à ton avis? Je suis sûr qu'intuitivement, tu as répondu le couple. Pourquoi ? Eh bien c'est simple. Ils sont deux, ils sont bien établis, ils n'ont pas de dette, donc le risque qu'ils fassent défaut sur leur paiement est très faible, ce qui fait que pour la banque, le rendement est quasi garanti. Alors que le risque que le jeune pro fasse défaut est beaucoup plus élevé, ce qui fait que la banque demande un plus gros rendement pour accepter ce risque. Ok, je comprends le concept, mais si leur situation change et qu'ils font quand même défaut sur leur prêt, la banque va perdre de l'argent, non ? Alors oui, même le couple super safe peut traverser des circonstances exceptionnelles, perdre tous les deux leur emploi et faire défaut sur leur paiement. C'est pour ça que la banque se protège en détenant la maison en collatéral et en ne prêtant jamais tout son argent à une seule famille ou une seule entreprise. Et ça, c'est la deuxième clé à comprendre pour bien investir tes 100 000 $. Quand tu sépares ton capital sur plusieurs investissements, tu diminues le risque sur ton portefeuille. C'est ce qu'on appelle la diversification. Maintenant que tu as bien compris ces deux bases, on va pouvoir passer à la construction du portefeuille. Une image que j'aime bien utiliser pour ça, c'est l'échelle. Quand tu investis, tu gravis des niveaux, à la fois en termes de patrimoine, de connaissances et de diversification. Et tu vas voir qu'à 100 000 $, il y a déjà pas mal de niveaux qui s'ouvrent à toi. Le premier niveau, c'est le coussin de sécurité. Ici, on ne cherche pas à faire des profits. Le but, c'est simplement d'investir cet argent dans des marchés monétaires ou des CPG de court terme pour le protéger contre l'inflation sans prendre aucun risque. J'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus et je te la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Ok, mais combien je dois mettre dans ce palier-là ? Eh bien ça, je te dirais que ça dépend un peu de ta situation. Si, comme moi, ta job est un peu instable, alors 6 à 8 mois de dépenses obligatoires, ça te donne une base assez solide. Sinon, en général, on conseille entre 3 et 8 mois de dépenses obligatoires comme coussin de sécurité. Maintenant, on en arrive au stade qui est vraiment excitant, c'est-à-dire le cœur du portefeuille, et on va retrouver des classes d'actifs qui sont vraiment très intéressantes. Pour la plupart des Canadiens, l'actif préféré, c'est l'immobilier. Et on peut pas leur donner tort.
avec des rendements annuels historiques de 6,3% au Canada. Alors oui, j'anticipe un peu ta question, mais comment est-ce qu'on fait pour investir dans tout ça ? Et justement, on va continuer de voir ça à travers cette vidéo. Et pour te simplifier la vie, j'ai aussi créé un guide complet qui récapitule toutes les informations importantes qu'on voit ici et que tu vas pouvoir retrouver avec le lien en commentaire épinglé. Et pendant que tu vas le chercher, oublie pas d'aller exploser la face du bouton like. Donc pour investir en immobilier, tu as globalement 3 choix. La résidence principale, l'immobilier locatif et l'immobilier papier. J'ai volontairement pas mis les flips là-dedans parce que ça ressemble plus à un travail qu'à un investissement passif en portefeuille. Mais ça reste une avenue d'enrichissement très intéressante, surtout si tu as des connaissances dans ce domaine. On va commencer avec la résidence principale. C'est quoi les avantages ici ? Pour commencer, les gains réalisés sur la vente d'une résidence principale au Canada sont complètement libres d'impôts. En plus, tu vas profiter du style de vie qui te convient pendant tout le temps où tu détiens la propriété. Tu vas pouvoir apporter des améliorations et des rénovations à ce bien pour lui faire prendre de la valeur sur le marché immobilier et tu vas avoir accès à de l'emprunt contre l'équité que tu détiens dans ta maison à des taux préférentiels. Et enfin, le marché immobilier est un marché plutôt stable et peu stressant. Contrairement à la bourse, tu vas pas voir la valeur de ta maison varier au jour le jour et donc ce sera beaucoup plus facile de ne pas paniquer lors des baisses du marché. Par contre, il y a aussi des défauts. Déjà, l'argent qui est détenu dans ta propriété n'est pas disponible facilement en cas de besoin. En plus, ta performance est impactée par les frais que tu payes sur cet investissement, comme par exemple les taxes municipales, les rénovations que tu fais à l'intérieur ou encore les intérêts que tu payes sur ton prêt. De plus, il n'y a pas de possibilité de déduire ces frais de tes impôts, contrairement à d'autres types d'investissements. Puis, la seule source de revenus que tu as avec ce type de bien, c'est la plus-value à la revente. Tout est donc lié à la performance du marché immobilier dans le temps. Et tout ton risque est concentré en un seul bien. Alors, combien ça rapporte si tu investis tes 100 000 $ dans ta résidence principale ? Tu te sers de tes 100 000 $ pour une mise de fonds et tu achètes un condo de 500 000 $ à Montréal. On assume une croissance de 5% annuellement et tu empruntes 400 000 $ à 4%. Au final, après 10 ans, tu vends ton condo 814 447 $. Tu as payé 138 794 $ d'intérêt. Il reste 285 437 $ à rembourser sur le prêt. Tu as déboursé 106 007 $ entre les frais de condo, les rénaux, les taxes et les assurances. Au final, ton gain est de 184 209 $, soit 11% par an. Pas mal mieux que le 5% qu'on avait prévu. Et tout ça, c'est grâce à ce qu'on appelle l'effet de levier. Comme tu génères des plus-values sur la valeur totale de ta maison, c'est-à-dire 500 000 $ à 5% par an, et que toi tu n'as mis que 100 000 $ de mise de fonds, eh bien ça booste ton retour sur investissement. Donc ici, tu as un des points clés de l'immobilier, c'est que c'est un des seuls marchés où les particuliers peuvent utiliser l'effet de levier à leur avantage en empruntant à la banque. Et ça peut jusqu'à doubler les rendements sur tes investissements, comme on vient de le voir. Mais il y a 3 gros défauts. Premièrement, ce type de bien ne génère aucun revenu, ce qui veut dire que toutes les dépenses vont sortir de ta poche. Ensuite, lorsque tu réalises les gains, tu te retrouves toi aussi sans logement. Donc, à moins que tu te relocalises ou que tu ailles dans un logement plus petit, tu vas devoir toi aussi payer les prix plus élevés sur le marché immobilier. Et enfin, si le marché immobilier n'augmente pas autant que prévu ou qu'il y a une forte hausse des taux, tu risquerais de te retrouver avec un investissement qui sous-performe, voire même qui ne rapporte pas d'argent ou t'en fait perdre. C'est pour ça qu'en général, on ne considère pas la résidence principale comme un investissement. Mais ça te permet au moins de protéger ton argent contre l'inflation et de t'offrir un style de vie qui te convient. Alors maintenant, ça ressemblerait à quoi si on achète ce même condo pour le louer ? On va commencer par parler des avantages. Déjà, tu peux voir que toutes les dépenses qui sont liées à cet investissement sont déductibles d'impôts. Et oui, ça inclut même les intérêts que tu payes sur ton prêt. Donc ça va venir te donner de jolis retours d'impôts à la fin de l'année. En plus, le locataire paye pour une partie de l'hypothèque, voire même la totalité, selon la configuration de ton investissement. À terme, tu auras de jolis cash flow, ce qui va te permettre d'avoir d'autres sources de revenus. Et puis, ça reste le même marché immobilier, donc plutôt stable et peu stressant.
Par contre, comme tout type d'investissement, il y a aussi des inconvénients. Déjà, tu vas devoir gérer le bien, ce qui inclut trouver des locataires, t'assurer que les loyers soient payés ou faire la comptabilité. En plus, il va falloir que tu gères les problèmes des locataires, puisque s'ils ont par exemple des punaises de lit ou que la toilette est bouchée, eh bien il va falloir que tu envoies des professionnels pour régler ça ou que tu t'en charges toi-même. Ensuite, le bien pourrait devenir plus illiquide puisqu'il y aura des locataires dedans, ce sera plus difficile de le vendre le jour où tu voudras le remettre sur le marché qu'une résidence principale. Et enfin, le risque reste concentré sur un seul actif avec des risques supplémentaires liés à la location, comme par exemple le fait que le bâtiment puisse rester vacant pendant un certain temps ou d'avoir un locataire qui ne paye pas le loyer et ça demande du capital pour pouvoir absorber ses coûts. Alors maintenant, ça donne quoi au niveau des rendements? On va reprendre les mêmes chiffres que ce qu'on avait fait sur la résidence principale. Donc avec tes 100 000 $ de mise de fonds, tu achètes un condo de 500 000 $ à Montréal. On assume toujours une croissance de 5% et tu empruntes 400 000 $ à 4%. Tu loues le condo à 1 800 $ par mois avec une augmentation de 3% par an. Tu payes environ 616 $ par mois en frais et charges. Alors oui, avec ces chiffres, tu es complètement à perte sur tes loyers et tu dois débourser 971 $ par mois. Donc la limite de cette stratégie, c'est que si le bien n'est pas rentable en partant, il faut être extrêmement solide financièrement et avoir un bon cash flow pour se le permettre. N'oublie pas que tu pourras déduire ces dépenses de tes impôts, ce qui va venir couvrir en partie les pertes. Au final, après 10 ans, tu vends ton condo 814 447 $. Ton locataire t'a versé 247 619 $ de loyer. T'as payé 138 794 $ d'intérêt. Il reste 285 437 $ à rembourser sur le prêt. Sur les 10 ans, ça t'a coûté 131 007 $ de frais et réno. Donc on a mis 2 fois plus de réno ici puisque c'est des locataires qui occupent l'appartement. Au final, ton gain est de 406 828 $, soit 17,62% par an. Mais attention, cette fois-ci, ça vient pas juste dans ta poche, puisque tu vas devoir payer du gain en capital sur 50% de ce montant, et sur ces chiffres, ça peut faire assez mal. Si comme moi, ton taux marginal d'imposition est dans les 40%, eh bien après l'impôt, il te restera 325 462 $, soit une performance d'environ 15,6% par an. Ce qui est vraiment puissant avec l'immobilier locatif, c'est qu'une partie des coûts sont payés par le locataire, ce qui multiplie l'impact de l'effet de levier. Mais bon, comme tu l'as vu, ça vient aussi avec plus de travail et de risques. Bon, bien sûr, dans cet exemple, il y a plein de détails qu'on n'a pas pris en compte, comme par exemple les frais d'agence, les frais de notaire ou les déductions que tu auras reçues de tes impôts, puisque ça va varier selon tes paliers d'imposition et les dépenses que tu auras eues sur ton bâtiment qui peuvent varier d'une année à l'autre. D'ailleurs, si tu veux me poser des questions sur ta situation personnelle et connaître mon avis, j'ai un serveur Discord qui est fait exprès pour ça et je te laisse le lien en description de la vidéo. Si t'as bien suivi, il nous manque un type d'investissement en immobilier et c'est l'immobilier papier. Bon, le principe est super simple, c'est juste de l'immobilier que tu peux acheter à la bourse et on appelle ça des REITs pour Real Estate Investment Trust ou fonds d'investissement en immobilier. Alors, les avantages ici, c'est déjà que c'est très simple à détenir. Pas de gestion, pas d'administration, pas de maintenance. En plus, tu vas être automatiquement diversifié sur plusieurs biens, ce qui diminue ton risque. Tu vas recevoir chaque mois de l'argent dans ton compte puisque les fonds vont te reverser des loyers. Le fonds va prendre en valeur si les biens qui sont détenus à l'intérieur prennent en valeur. Et puis, tu vas avoir accès plus facilement à ce type d'investissement puisque les parts coûtent en général moins de 100 $. Et tu vas avoir un investissement qui est extrêmement liquide puisque c'est aussi facile d'acheter et de vendre des parts sur le marché que ce qu'il en serait pour des actions. Par contre, tu ne contrôles pas l'investissement. Il n'y a donc aucune possibilité pour toi d'améliorer les biens et leur rendement. Et puis, ces fonds sont plus volatiles que l'immobilier physique et suivent généralement le marché boursier, donc il y a plus de risques de paniquer lors des variations de prix. Alors, à quel point c'est rentable? Eh bien ça va dépendre des REITs que tu choisis de mettre dans ton portefeuille. Mais pour faire simple, si on achète VRE, qui est un ETF diversifié sur l'immobilier au Canada, le rendement annualisé est de 5,86%. Au bout de 10 ans, tu auras donc 79 422 $ de profit. C'est sûr, comme ça a l'air beaucoup moins que les deux autres, mais rappelle-toi que pour ça, tu n'as absolument rien eu à faire et aucun risque lié à tes emprunts ou à tes locataires.
Donc si on refait le tour de nos exemples, on peut voir que le plus rentable ça a été l'immobilier locatif, et de loin avec des rendements de plus de 15% par an, mais c'est aussi le type d'investissement qui nous a donné le plus de travail avec la gestion du bien et la gestion des locataires, et où le risque était le plus concentré sur un seul bien, avec en plus un emprunt à la banque qu'il va falloir payer, et des frais qu'il va falloir payer à chaque mois. Comme tu peux le voir, plus le risque diminue, plus l'investissement est facile, mais plus les rendements diminuent eux aussi. Bon, l'immobilier, c'est vraiment puissant. Mais il y a une autre classe d'actifs dans le cœur du portefeuille qui est, elle aussi, très très sexy. Et oui, je veux bien sûr te parler des actions. Ici, c'est très simple, tu as deux choix. Soit tu vas détenir des actions individuelles d'entreprise, c'est ce qu'on appelle le stock picking, ou alors tu vas acheter des paniers diversifiés d'actions via les ETF. Alors, c'est quoi le mieux à faire? Eh bien, je dirais que pour la plupart des gens, le plus simple et le plus sûr, c'est les ETF. Pourquoi? Eh bien, si tu achètes un ETF sur le S&P 500 par exemple, tu seras déjà diversifié sur les 500 meilleures entreprises américaines. Si une de ces entreprises fait faillite ou a des problèmes, ça aura seulement un impact limité sur ton portefeuille. Et puis, c'est aussi beaucoup plus simple à gérer. Tu n'as pas besoin d'analyser des dizaines d'entreprises, de chercher les plus performantes ou celles qui sont les plus alignées avec le risque que tu veux sur ton portefeuille, et tu n'as pas besoin d'en assurer le suivi à chaque mois. Et puis on a l'étude Spiva qui nous montre que même chez les gérants professionnels, on a 89,5% des fonds qui ne battent pas leur indice de référence. Donc acheter l'indice est une manière simple et sûre d'avoir le même rendement que le marché. Ouais, donc si je comprends bien, le stock picking ça sert à rien. Pourquoi il y a des gens qui font ça? Eh bien le stock picking, ça a l'avantage de te permettre de choisir les meilleures compagnies. Par exemple, si tu compares Nvidia sur les 10 dernières années avec le S&P 500, bon ben voilà, je pense que j'ai pas trop besoin de t'expliquer la différence de rendement. Aussi, un particulier peut avoir de bien meilleures chances sur le marché qu'un fonds, car les fonds sont limités par des contraintes stratégiques et légales, ainsi que des contraintes liées au volume transigé. Par exemple, lorsqu'un fonds veut acheter pour 1 milliard de dollars en actions, il va risquer de faire varier fortement le prix à la hausse, alors qu'en tant que particulier, on n'a pas du tout ce genre de problème. Donc, mon avis ici est simple. Le mieux, c'est de commencer par investir dans les indices boursiers en diversifiant entre les États-Unis, le Canada et les autres pays du monde. Pour ça, on va investir dans des ETF qui nous permettent de le faire à moindre frais. Ensuite, pour les personnes qui ont envie d'avoir une gestion plus active sur leur patrimoine et qui aiment lire les bilans des entreprises et se renseigner sur l'économie, mettre entre 5 et 25% de leur portefeuille en stock picking peut améliorer la performance de leur portefeuille, mais attention, ça veut aussi dire une plus grande concentration des risques. Ok, admettons j'ai choisi mes ETF, mais maintenant je fais quoi? Est-ce que je mets mes 100 000 $ d'un coup? Eh bien en fait, pour rentrer sur le marché boursier, il y a deux stratégies principales. Soit tu vas investir ton argent en une seule fois, c'est ce qu'on appelle le lump sum. D'après une étude de Vanguard, c'est 70% du temps la meilleure stratégie d'investissement, car tout ton argent commence à travailler tout de suite. Le défaut, c'est que si le marché crache juste après que tu aies investi, ça peut être très dur à supporter psychologiquement. Sinon, tu as le Dollar Cost Averaging, ou DCA, qui consiste à acheter chaque mois des actions. En gros, tu choisis la durée, par exemple 1 an, et tu divises ton investissement en 12 parts égales pour investir chaque mois. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle te permet de rester serein psychologiquement et de voir les baisses sur le marché comme des opportunités d'acheter à moindre coût. C'est d'ailleurs la méthode que j'utilise personnellement, même si elle est moins optimale. Alors, ça ressemble à quoi les rendements sur ce marché? Bon, si tu as mis ton 100 000 $ en lump sum sur le S&P 500, au bout de 10 ans, tu as 267 882 $, soit 167 882 $ de gains, avec un rendement de 10,33% en moyenne. Attention, là aussi il y aura des taxes à payer sur tes gains en capitaux, sauf si tu as mis ces investissements dans ton CELI. C'est la niche fiscale à utiliser pour maximiser tes rendements en bourse. Maintenant que tu sais comment investir dans les actions, on va pouvoir voir un autre actif en bourse qui fait partie du cœur de notre portefeuille, c'est les obligations. Quand tu investis dans les obligations, tu as 3 sous-catégories importantes
à connaître. Tu as tout d'abord les obligations souveraines. Elles sont émises par un État et sont donc garanties par le gouvernement. Si le pays qui les émet est plutôt solide, comme par exemple les États-Unis, alors elles sont considérées comme extrêmement sécuritaires car le risque de défaut est quasiment nul. Ensuite, tu as les obligations dites investment grade. Elles sont émises par des entreprises très solides, comme par exemple Apple ou Coca-Cola. Ici aussi, le risque de défaut est très faible et elles payent un tout petit peu plus que les obligations souveraines. Et ensuite, tu as les junk bonds. Ce sont des obligations qui sont émises par des entreprises beaucoup moins stables et qui présentent donc un beaucoup plus fort risque de défaut. Mais pour compenser, elles offrent un rendement beaucoup plus élevé. Alors, comment on investit dans tout ça ? Comme pour les actions, tu as le choix entre les ETF ou acheter directement des obligations. Le plus simple, c'est encore une fois les ETF, car ils te permettent d'être diversifiés sur plusieurs types d'obligations avec des maturités différentes. Un ETF comme AGG par exemple te permet d'être diversifié sur de nombreuses obligations américaines avec un rendement annuel moyen de 3,85%. Mais donc c'est quoi l'avantage d'acheter des obligations directement ? Eh bien en les achetant directement, tu vas pouvoir choisir les obligations qui correspondent à tes attentes en termes de sécurité, de rendement et de maturité. Par exemple, si tu sais que tu veux placer cet argent avec un horizon de 2 ans, tu vas pouvoir faire ton propre mix d'obligations d'État, corporate et junk avec une maturité de 2 ans pour reprendre ton capital à la date précise voulue. Encore une fois, ça te donne plus de contrôle, mais ça concentre ton risque sur un plus petit nombre d'actifs. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme rendement sur cette classe d'actifs ? Si tu avais mis tes 100 000 $ dans un fonds diversifié sur les obligations comme AGG, après 10 ans, tu as 145 903 $, soit un gain de 45 903 $. Alors oui, c'est un rendement beaucoup plus faible que toutes les autres classes d'actifs qu'on a vues, mais c'est aussi la classe d'actifs qui t'a permis d'avoir le risque le plus proche possible de 0. Et juste comme ça, on est déjà arrivé à la dernière classe d'actifs du cœur de notre portefeuille, c'est-à-dire l'or. Son intérêt dans le portefeuille est d'être mélangé avec d'autres classes d'actifs. L'or est en fait très décorrélé des autres marchés. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien simplement que l'or a tendance à monter quand les autres actifs baissent, comme par exemple durant les crises, ce qui permet de lisser la volatilité sur notre portefeuille. Pour investir dans l'or, tu as 2 solutions. L'or papier, qui est simplement des titres détenus à la bourse. Pour ça, tu as des ETF qui te proposent cet investissement très simplement. Ou alors, tu as l'or physique. Dans ce cas-là, tu vas toi-même commander des pièces et des lingots et ça va t'offrir une protection additionnelle s'il y a une crise financière majeure, car tu peux disposer de ton or tout de suite pour faire des achats par exemple, mais pour ça, il va falloir que tu le sécurises par toi-même, comme par exemple dans un coffre dans une institution reconnue. Si tu achètes des ETF, le mieux est de bien vérifier qu'ils détiennent de l'or physique en collatéral de ton investissement pour le backer. Un ETF comme IAU est idéal pour ça. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme rendement sur l'or ? Si tu as investi tes 100 000 $ pendant 10 ans dans IAU, tu finis à 273 874 $. C'est 173 874 $ de bénéfices, ou un rendement de 10,6% annuel en moyenne. Avant de passer à la prochaine étape, on va se faire un petit tableau pour récapituler tout ce qu'on a appris. Premier investissement, l'immobilier. C'est assez stable et rentable. On peut profiter de l'effet de levier. En locatif, ça fait des gros rendements avec peu de volatilité. Si le cash flow est positif en locatif, on a en plus des revenus à chaque mois. On contrôle l'investissement, donc on a des possibilités de rénovation et d'amélioration. Par contre, l'investissement est très concentré sur un seul bien. C'est beaucoup plus illiquide que les autres types d'investissements et on est responsable de toutes les charges et de la maintenance. L'immobilier papier est une solution plus liquide, mais plus volatile et moins rentable. Pour ce qui est des actions, c'est très performant. On peut en détenir sous forme d'ETF ou en stock picking. Le stock picking concentre le risque, mais peut amener de beaucoup plus gros rendements. L'investissement est très liquide, mais par contre, la volatilité est très élevée. Les obligations sont la partie stabilisatrice du portefeuille. Les rendements sont faibles, mais il y a peu de volatilité. Ça donne des revenus mensuels programmés et on peut acheter des ETF diversifiés ou sélectionner nos propres obligations. Quant à l'or, il est décorrélé des autres actifs. Il permet de stabiliser un portefeuille, notamment lors des crises. Les rendements peuvent être très intéressants, mais la volatilité est très forte, complètement comparable aux actions.
Alors c'est quoi la meilleure des stratégies ? Si on compare en termes de rendement sur 10 ans, alors très clairement, c'était l'immobilier locatif qui a le plus fait exploser ton patrimoine à la hausse. Par contre, tout le risque était concentré sur un seul bien, et comme on l'a vu, ça peut demander des revenus assez importants pour payer les frais si jamais ton bien n'est pas en cash flow positif. Alors, si tu veux un bon rendement sans trop augmenter les risques, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu te souviens de la deuxième règle dont on a parlé au début, la diversification. Eh bien, on va simplement mélanger ces différentes classes d'actifs pour se faire un portefeuille cohérent. Comme tu peux le voir ici, ce portefeuille te donne tous les bénéfices de protection de la diversification, avec un rendement de 9,56% par an en moyenne. Tu finis à 249 184 $, soit 149 184 $ de gains. Le rendement du portefeuille est donc très comparable avec le S&P 500, mais il y a une différence majeure. Lors de la crise financière de 2008, par exemple, ce portefeuille a perdu seulement 18,7%, quand le S&P a perdu plus de 37%. Bien sûr, en partant de cette base, tu vas pouvoir ajuster le portefeuille selon tes propres préférences. Par exemple, si tu as une forte aversion au risque, eh bien tu vas pouvoir augmenter la part d'obligations dans ton portefeuille, ce qui va diminuer la volatilité globale, mais aussi les rendements. De l'autre côté, si tu veux te spécialiser par exemple en immobilier ou en stock picking, tu pourras là aussi faire varier les pondérations de ton portefeuille pour aller chercher plus de performance, mais en augmentant un petit peu le profil de risque qui restera tout de même maîtrisé. Ce qui me fait le plus triper par exemple, c'est la macro. Donc, je me suis spécialisé dans ce domaine et quand je constate qu'il y a un secteur géographique ou industriel qui est fortement sous-évalué, j'utilise la partie spéculative de mon capital, c'est-à-dire environ 20% de mon capital total, pour aller investir des gros montants dans ce secteur. C'est ce que j'avais fait par exemple sur la Chine en 2023-2024 et j'avais d'ailleurs fait un gros dossier sur la chaîne où j'explique pourquoi j'investis 12% de mon capital sur ce secteur. Tu peux le retrouver ici si ça t'intéresse de voir ça. Bon, avant qu'on se quitte, j'ai envie de te montrer un autre niveau de l'échelle qui s'ouvre à toi au stade des 100 000 $ et c'est les cryptos. Ouais, non, moi les cryptos, je trouve ça vraiment risqué. Pourquoi j'irais investir là-dedans ? Alors oui, les cryptos, c'est pas du tout obligatoire d'en avoir en portefeuille. Et d'ailleurs, si tu es une personne qui a peur de la forte volatilité, tu devrais complètement éviter cette classe d'actifs. Mon but ici est simplement de te faire voir comment une petite allocation en Bitcoin peut améliorer le rendement de ton portefeuille sans ajouter trop de risques. Alors, pourquoi le Bitcoin et pas les autres ? Eh bien, tout simplement parce que le Bitcoin a plus de 16 ans d'existence et que sur cette période, c'est le seul cryptoactif qui a montré une croissance fiable dans le temps. Historiquement, les rendements sur le Bitcoin sont extrêmement élevés avec une moyenne annuelle de 102%. Maintenant, les institutionnels sont de la partie, donc on peut imaginer des rendements dans le futur un petit peu plus conservateurs, aux alentours des 40%. Donc, ajouter 5% de Bitcoin à notre portefeuille, ça nous donne maintenant un rendement de 11,13%, soit 287 285 $ au bout de 10 ans, avec un bénéfice de 187 285 $. C'est 38 101 $ de plus que sans le Bitcoin, soit 25% d'argent de plus dans ta poche. Si on compare ce nouveau portefeuille à l'ancien et au S&P durant le bear market de 2022, on peut voir que le S&P a perdu 19,48%, le portefeuille sans Bitcoin 14,49% et le nouveau portefeuille 16,97%. Pour résumer, on a maintenant un rendement proche, voire même supérieur au marché des actions, tout en gardant un portefeuille diversifié avec un profil de risque beaucoup moins élevé que si on était 100% actions. Si t'es encore là dans la vidéo, bravo et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis sûr que tu vas devenir un investisseur gagnant. D'ailleurs, tu as vu, il reste encore des barreaux à notre échelle car à 100 000 $, tu es encore loin d'avoir terminé de développer ton patrimoine. Alors si tu veux que je fasse une vidéo sur les prochains paliers, écris-moi palier en commentaire. Oublie pas de rejoindre le Discord pour venir poser toutes tes questions. Et si tu veux tout savoir sur les marchés monétaires, regarde la vidéo qui s'affiche sur ton écran à l'instant.